Salut à toutes et à tous, c'est Anarchiken. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de No Running Corridors. Et oui, déjà le 4e épisode. Mine de rien, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission et ça fait plaisir de vous voir tous vous agglutiner comme ça. Merci beaucoup. Écoutez, moi je sais pas bien quoi vous dire d'autre. On pourrait leur dire qu'on va tous les descendre. Ah, il est marrant ce Léonard. Non, ce qu'il veut vous dire c'est faites l'amour pas la guerre bien sûr, puisqu'en cette fin d'année nous nous souhaitons joyeux Noël. Joyeux Verpilé à tous. Et quoi de mieux pour fêter Noël qu'un film de bagarre grand spectacle avec des effets spéciaux dans tous les sens, tout droit sorti d'une DVD tech mal éclairée. T'es sûr tu confonds pas avec Halloween ? Bon, alors Bunraku, ou Bunraku comme je vais l'appeler à partir de maintenant, est un film de bagarre américain sorti le 11 septembre 2010 au Canada et le 26 septembre de la même année aux États-Unis. Là, vous êtes seulement en train de remarquer que c'est le 3e film de 2010 qui passe dans l'émission. Et rien du tout. Seulement, il n'est disponible en France que depuis 2011 et c'est en direct ou DVD. Il est sorti de la tête d'un jeune monsieur, un cinéaste qui s'appelle Guy Mochet, et dont c'est le second long métrage, son premier s'appelant Holly mais n'ayant pas fait l'unanimité dans la critique ni beaucoup d'entrées en salle. Donc du coup, peu de gens le connaissent aujourd'hui. Si certains ont déjà joué à No More Heroes sur Wii, enfin moi en tout cas je l'ai sur Wii, eh bien ils ne seront pas dépaysés devant Bunraku, qu'ils en soient sûrs. Moi j'y ai pas joué, donc je suis neutre. L'aventure Bunraku commence par un petit cours de philosophie comme au théâtre japonais. Une voix off nous explique que toute espèce, toute époque confondue nourrit un intérêt naturel pour le conflit, et ce pour plein de raisons très louables. Que ce soit pour satisfaire des besoins primaires, pour garantir la libre liberté de ses membres, ou pour agrandir des territoires. D'entre toutes les espèces, une est bien sûr particulièrement douée en ce qui concerne le conflit, l'homme. Rassurez-vous, l'intention n'est pas ici moralisatrice pour un sou, il s'agit simplement de planter le décor, puisque le film prend place alors que l'humanité en est arrivée à un point où elle a à sa disposition plus de moyens de tuer que de faire du pain ou de faire l'amour. La plupart des nations sont entrées en guerre, et de nouvelles figures d'autorité ont pris le pouvoir. Quelque part à l'est de l'Atlantique, la figure d'autorité la plus puissante est un diable nommé Nicolas, qui a choisi d'apparaître aux yeux des gens sous la forme d'un bûcheron. Vêtu d'une cape noire et d'un chapeau à large bord, c'est Ron Perlman qui l'interprète, un acteur que j'apprécie tout particulièrement, puisqu'il a été la vedette d'un de mes films préférés à l'époque, La Cité des Enfants Perdus. S'il inspire la crainte autour de lui, comme notre ami Barry Nile de Beyond the Black Rainbow, le bougre est aussi un sacré bon chef de meute avec une moustache de compétition, et en prime, lui n'est pas schizophrène. Bon, on a notre contexte, on a notre méchant. Moi je dis, il manque plus que des gentils, hein. Donc les gentils, justement, sont deux voyageurs particulièrement silencieux qui arrivent en ville à bord d'un train en marche. L'un est un cow-boy sans flingue interprété par Josh Hartnett, acteur connu pour avoir entre autres joué Slevin dans Slevin ou encore Danny Walker dans Pearl Harbor. L'autre, quant à lui, est un samouraï sans sabre, interprété par Gact, que je dois prononcer très mal. Pour le moment, les deux ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, cependant ils ont pour point commun de descendre au même arrêt. Si le cow-boy n'a pas de prénom, on l'appelle juste Vagabond, le samouraï en a un, ce qui est tout à fait normal vous me direz. Par contre je ne m'attarderai pas dessus, parce qu'il est ridicule. Il est capable de te contredire en une seule et même phrase, c'est quand même merveilleux. Mais il s'appelle Yoshi! C'est quand même révoltant! Yoshi? Ou c'est que moi? Bref, je vais arrêter de dire des conneries et de m'autocouper la parole, je pense que ça vaut mieux, et vous parler plutôt de ce que font les deux personnages en ville. Le cow-boy vagabond, dans un premier temps, va du côté du saloon. C'est un cow-boy classique, hein, il a très envie de boire un coup et de faire une partie de cartes, sauf qu'une bande de malfrats lui explique bien gentiment qu'en ces lieux, il n'y a aucune forme de jeu et qu'un homme seul se fait en général bien chier. Le barman regarde un petit peu la scène de loin comme ça sans s'interposer. Et alors, est-ce qu'il y a des primes ? Demande le cow-boy. Non, il y en a pas. Bah ok, alors je vais te péter la gueule gratuitement, c'est pas un problème. Il en tue un, il en tue deux, et puis il décide que non, ça suffit, en fait il va tout de même se faire payer. 2000 $, messieurs, par ici la monnaie, et en route pour le casino. Le déguisement était très réussi. Merci. Dans un second temps, Yoshi retrouve son ami Mario. Putain ! Dans un second temps, Yoshi retrouve sa cousine et son oncle au restaurant japonais. Mais apparemment, ce dernier n'est pas super content de le voir, alors que pourtant sa cousine si, la preuve étant qu'il lui demande de rentrer au pays sans faire d'histoire, certainement pour le protéger de toutes les histoires qui se passent avec les mercenaires de Nicolas. C'est alors que justement, coïncidence incroyable, débarquent des mercenaires de Nicolas. Ils sont tous vêtus de rouge et portent tous un béret, ce qui adoucit leur image et leur donne un petit côté Frenchy, ne nous mentons pas, alors que ce sont des mercenaires sans foi ni loi.
Vous le savez, c'est assez classique dans les films de cinéma, les japonais cherchent pratiquement tout le temps à défendre leur honneur. Yoshi étant japonais, il n'est pas excepté par cette règle, donc pour défendre le restaurant familial contre les hommes en rouge, il décide de leur péter la gueule un par un. Il fait ça aussi la scène qui suit, la scène après, la scène encore après, puis toutes les autres scènes qui suivent, puisque Bunraku est un film de bagarre, je vous le reprécise. Mais alors en ce sens, on serait en droit de penser qu'il est un individu violent et peu recommandable. Or détrompez-vous, il est juste venu récupérer un médaillon d'une grande valeur sentimentale qui lui a été dérobé au pays, lui aussi en or. Le médaillon, pas le pays. Tu crois vraiment que ça aurait marché s'il avait demandé poliment? Non. Cela dit, le cow-boy se bat aussi. Non mais faut le comprendre aussi, quand il arrive au casino on veut pas le laisser rentrer, puis une fois à l'intérieur, parce que quand même il est pas con, il a réussi à rentrer, on lui dit que 2000 $ c'est pas assez pour jouer, également que sa vie ne vaut rien. Moi aussi à sa place je serais vexé. Pour vous expliquer mieux la situation, en fait le casino est une des possessions de Nicolas. On retombe un peu sur nos pattes par rapport au début et comprend qu'il dirige cette ville d'une main de maître, jusqu'à en posséder les établissements les plus luxueux. Il a également de très bonnes mains au poker puisqu'il dispute une partie tous les vendredis soirs depuis 10 ans et qu'à ce jour, nul ne l'a jamais vaincu. Mais peut-être l'heure d'une relève est à l'arrivée, pas vrai? Donc c'est ça Bunraku, deux gars paumés dans une ville qui disloquent des mâchoires pour jouer aux cartes et récupérer un médaillon. C'est complètement con, tu le sais. Alors oui, c'est vrai que dit comme ça, Bunraku peut paraître purement et simplement mauvais, y a pas à chercher plus loin, pourtant croyez-moi, bien que ce soit difficile, il n'en est rien. Il évolue même d'ailleurs pour notre plus grand plaisir dans un second tiers tonitruant, puisqu'entrent en scène de nouveaux personnages, parmi eux notamment les 9 tueurs de Nicolas employés à le représenter en ville, ainsi qu'un mentor qui, à la manière d'un Pai Mei ou d'un maître Yoda, révélera bon nombre de secrets aux deux personnages principaux. Putain, mais c'est le festival des clichés, dis donc, on applaudit. Eh bien vois-tu Léonard, sur ce point tu as parfaitement raison. Le film est cliché, d'ailleurs je pense que c'est totalement assumé, c'est pourquoi je vais sèchement m'arrêter là. Les twists d'une histoire pareille sont très facilement spoilables, tu t'en doutes bien, et puis entre nous, il pourrait en être tout à fait autrement dans un autre film. Parce que c'est parfaitement interchangeable en fait. Bon, on est tous d'accord pour dire qu'au bout de 4 épisodes, vous commencez à me connaître, hein, vous savez que quand vient l'heure de la conclusion, je vais parler scénario, je vais parler mise en scène. Eh bien non, aujourd'hui j'ai envie de faire une entorse à la règle. J'ai envie de faire une entorse à la règle car je nourris l'idée que vous n'avez pas besoin de moi pour juger Bunraku sur les aspects énoncés précédemment. Vous l'avez bien vu que son scénario était inexistant et blindé de clichés à en faire déborder une soupière. Vous avez également remarqué, et du moins je l'espère pour vous, son imagerie plutôt criarde, des plus sympathiques avec pour elle de superbes décors et un soin tout particulier accordé aux effets de style. Mais il n'est pas nécessaire que je revienne sur tout ça. Là n'est pas l'intérêt de Bunraku. A contrario, vous avez besoin de moi pour mettre des mots sur ce qui fait sa singularité. Bunraku a pour lui d'être un gigantesque patchwork, une mosaïque, un collage d'enfants, un mélange d'une multiplicité de choses piochées à droite et à gauche et assemblées ensemble. Tantôt des cases, des planches de BD, tantôt des séquences d'animation nous renvoyant aux plus belles années de notre jeunesse, ou tantôt des clins d'œil malicieux adressés aux joueurs de jeux d'argent et de jeux vidéo. D'ailleurs, en parlant de jeux vidéo, la construction même du film est calquée sur celle d'un beat'em all à la No More Heroes, comme je le disais plus tôt. En effet, chaque scène y est une sorte de niveau, de stage avec son ambiance propre, dans lequel il y a un certain nombre d'adversaires à abattre. Le stage du bureau, le stage du cirque, celui de la prison, et les personnages secondaires, les 9 tueurs de Nicolas, sont en fait des mini-boss, censés ralentir la progression des deux héros vers le vrai boss de fin du jeu. La musique apporte également beaucoup à ce parti pris puisqu'elle est figurative, elle évolue en rythme avec les événements, les dialogues, les acrobaties des personnages pendant les combats, et comporte son lot de petits bruitages, empruntés au plus grand succès de l'arcade. Oui, j'appelle ça de la singularité, oui. Et je peux d'ailleurs vous entendre pester contre ceci. Il faut bien avouer qu'avant l'heure, nombre de productions étaient déjà des patchwork. Souvenez-vous de Kill Bill. Pour échafauder son célèbre diptyque, Tarantino a avoué s'être inspiré de pas moins de 6 genres cinématographiques. Parmi eux le chambara, le western spaghetti ou encore l'anime japonais. Pour autant, ça ne veut pas dire que mon réalisateur préféré n'a pas d'idée, bien au contraire. Il a recyclé des choses qu'il appréciait beaucoup dans un cinéma plus ancien pour recréer quelque chose d'original et à son image. Et aujourd'hui, Kill Bill est complètement culte, au même titre que Reservoir Dogs ou Pulp Fiction, à tel point que pas mal de productions ont imité Kill Bill dans sa démarche, en passant à leur tour par la case patchwork. Ce sont les Scott Pilgrim vs The World, les Mr. Nobody et autres Sukiyaki Western Django. Sans oublier Bunraku, sinon tu as détouré pour que dalle.
Oui, alors en effet, Bunraku est de la même veine que ceci, mais ça n'en est pas un film génial pour autant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je voulais simplement vous l'offrir pour Noël, car il est divertissant, nerveux, drôle et coloré, et partage avec les productions des années 80-90 le même intérêt ravissant, celui de rassembler les amis, la famille et les voisins, pourquoi pas, derrière un bon vieux rétroprojecteur des familles en mauvais état qui fait un boucan de tous les diables, buvant et bouffant bière, popcorn et autres cochonneries la lumière éteinte, tout ça dans la joie et la chaleur glaciale des fêtes de Noël. On n'a pas la même vision de Noël, je crois. Ok, très bien, Léonard, alors d'accord, d'accord. Alors, c'est quoi ta vision de Noël à toi? Pour moi, Noël, c'est bouffer de la dinde en famille, écouter du death metal à fond afin de faire chier les résidents de mon immeuble, et puis après, aller leur offrir des cadeaux pour calmer le jeu, puisque c'est ça la magie de Noël. Tout le monde est content à la fin. Je te reconnais bien là, Léonard. Moi, vois-tu, je vais quitter le métier. J'arrête la vidéo, oui, j'arrête. Pour me lancer dans une carrière de détective privé.